La poursuite des affrontements entre les rebelles du 1-23 RDF et les Wazalendo. Nous en parlons dans l'actualité du jour. Aujourd'hui, également, il y a eu des incidents qui se sont produits à la fois dans le territoire de Nyiragongo et en ville de Goma. En territoire de Nyiragongo, un présumé Wazalendo qui tire sur un élève. Également, Mugunga, ce sont des enfants qui perdent la vie. On en parle dans cette rétrospective avec Ronelli. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs que j'aime bien appeler internautes. Commençons par d'abord cette barbarie qui s'affiche dans les territoires de Nyiragongo. En plein cours, un élève qui arrive quand même à perdre la vie. C'était impensable pour la population, mais également le parent de l'enfant, le membre de la communauté, un enfant qui est parti à l'école avec son cartable. Et en train de suivre le cours, tout d'un coup, c'est une balle qui vient chez vous et qui fonce au niveau de sa tête. Et boum, c'est carrément son cerveau qui n'est plus existant. C'est une tête qui est déchiquetée. Ce sont des images qui font froid au dos et des images insupportables. Et surtout que déjà au départ, lorsqu'on parlait de cette résistance congolaise, on pensait que c'était une aubaine pour la population, non seulement de prendre conscience et des souffrances endurées depuis de cela 3 décennies et de se protéger mutuellement. Lorsqu'on a entendu parler de la question de Wazalendo, c'était un espoir de voir qu'il y avait des jeunes qui ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Je sais qu'il y a des très bons Wazalendo qui sont sur les lignes des fronts avec autant de combats qui se déroulent dans le Bukombo, Ndumba, Bweremana, mais il y a quand même ces brebis galaises qui se sont introduites et dans le force Wazalendo et qui sont à la base de plusieurs gaffes dans la ville de Goma, que ce soit dans le territoire de Nyiragongo, des élèves qui sont blessés, d'autres qui sont tués en plein cours. Je crois que ce sont des actes que nous devons tous à l'unisson condamner, mais également exiger de la part des autorités de ne pas prendre des décisions qui sont fantaisistes. On a vu le gouverneur de province publier un communiqué pour demander à tous ces détenteurs d'armes à feu de quitter les zones habitées et de rejoindre les lignes de front. Le communiqué a été publié, mais j'ai comme impression qu'il y a eu le manque de suivi parce que quand vous voyez la situation dans les camps des déplacés, c'est là où vous trouvez surtout trop de faux Wazalendo et je crois qu'il faudrait remplacer la carotte par les bâtons et que ça pourra peut-être changer la donne au niveau des quartiers, mais également de communes de Goma, mais également des territoires du Nord Kivu. La décision du gouverneur de la province prise aujourd'hui, il y a encore cette barbarie qui continue. Qu'est-ce qui manque exactement pour recadrer ces faux Wazalendo qui continuent à endeuiller la population? Des mesures coercitives, mais aussi j'ai comme l'impression qu'on a peur de faire du mal à certaines personnes parce qu'on s'est dit si aujourd'hui on devait faire du mal à un groupe Wazalendo, avons-nous la possibilité de les contrôler? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'empêcher à ne pas rejoindre l'autre camp? Parce qu'il ne faut pas penser que ces Wazalendo sont là pour rien. Il y a ceux-là qui ont également des sollicitations de la part de l'ennemi qui voudraient bien injecter de moyens pour permettre à ce que ces derniers puissent le rejoindre. Est-ce que cette déstabilisation qui s'affiche aujourd'hui n'est pas en quelque sorte un jeu de l'ennemi qui est l'RDF aujourd'hui, qui peut-être continue à attiser les faits pour qu'un jour la population puisse y retourner contre ces gens qui ont quand même résisté contre cette agression? Certes qu'il y a de groupes armés qui se sont organisés pour identifier voilà, tel et de tels groupes, telle et de telles structures, mais lorsque vous allez dans les camps, c'est très difficile aujourd'hui de dénicher en fait les vrais et les faux. Même si on a dit aujourd'hui les vrais sont au niveau des lignes des fronts, mais dans les camps, déjà quand vous trouvez quelqu'un qui a un culotte, qui porte son arme, il n'a pas des signes distinctifs, mais il a une arme. Bon, c'est peut-être un problème de prise en charge. Donc c'est ça, la question principale c'était de dire mais comment est-ce qu'il a eu accès à cette arme? Ça c'est la première question. Parce que moi je trouve ça inconcevable, quelqu'un qui n'a même pas de tenue, quelqu'un qui n'a pas d'insigne, mais qu'on laisse circuler avec une arme à feu. Déjà, les bandits, tels que cela a été évoqué même par la société civile, les anciens bandits qui étaient dans le village aujourd'hui occupés par les rebelles, qui se retrouvent dans l'incapacité de
mener leurs opérations parce que les zones dans lesquelles les rebelles peut-être se trouvent, il y a une vigilance tous azimuts. Ils se retrouvent à Goma parce que dans les camps, bon, c'est vrai, il y a ces dorlotements, hein, il y a ces dorlotements qui est mise en œuvre par les autorités. On s'est dit non, on n'a pas besoin de faire du mal aux Wazalendo, on n'a pas besoin d'être trop dur envers les Wazalendo parce que si ces Wazalendo se retournent contre nous, est-ce que nous avons la possibilité de riposter? Dans son ensemble, donc il y a ces problèmes-là de prise en charge tel que cela a été évoqué, mais les contrôles, il doit être effectif. C'est aux responsables, parce que si vous créez par exemple un mouvement armé, je sais pas, un mouvement armé, vous devez avoir de l'autorité de vous imposer, de montrer que bon voilà, en tant que responsable de tel mouvement, il y a tel chef des opérations, il y a tel chef de bataillon, il y a tel chef, par exemple, peloton, et à chacun d'assumer son rôle et de faire comprendre exactement à vos hommes qui sont là en premier lieu pour pour protéger la population et c'est bien, et non pas se retourner contre cette population qui soit considérée comme si c'était une force rebelle. Et puis à Goma quand même il y a des enfants qui ont perdu la vie. L'armée parle d'un engin explosif qui n'était pas encore en explosion mais miné dans une zone en guerre, une situation assez normale. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de faire cette alerte et de dire quand même à la population qui entoure Mugunga de faire attention lorsque ils sont en train de parcourir? C'est une situation d'ailleurs qu'on a vécue en 1994 hein, lors du génocide rwandais avec le déversement de populations du Rwanda qui sont arrivées ici à Goma pendant qu'il y avait les tueries au niveau de, par exemple ici à Gisenyi, et c'était vraiment prévisible parce que dans une zone opérationnelle il y a ce qu'on appelle les restes des engins de guerre. Parmi ces engins de guerre nous pouvons avoir des missiles, nous pouvons avoir des grenades, nous pouvons avoir de bombes. Alors ces outils, parce que ce sont des outils de guerre, ces outils sont dans des zones, parce qu'il y a des moments où lorsqu'il faut par exemple quitter d'une zone à une autre, il y a par exemple le militaire qui n'arrive pas à tout contrôler. Parce que vous dites, bon, c'est l'ordre qui vient de la hiérarchie, il faut déjà d'ici 8 heures que vous puissiez quitter de zone A vers zone B. Vous n'avez pas le temps de tout prendre comme matériel de guerre. Il y a des restes qui sont là, et malheureusement, étant donné qu'il y a une ressemblance entre ces outils de guerre et des objets couramment trouvés dans la communauté. Par exemple, lorsque vous voyez une grenade, ça peut, pour un enfant, ça peut donner l'air, par exemple, d'une pomme ou d'un orange, tout ça. Et lorsque vous n'êtes pas assez informé de tout ce qu'il y a comme problème, automatiquement, l'enfant ramasse cet outil. Et aujourd'hui, à Goma, nous avons également le marché des mitrailles. Lorsque vous tombez, par exemple, sur une mine, vous ne savez pas si c'est... Quand vous êtes un enfant, vous sentez les poids, vous dites ça c'est déjà 5 kilos. Vous prenez vos 5 kilos, vous allez au petit marché. Si également la personne qui est là-bas pour acheter du mitraille n'est pas informée, lui aussi achète votre mine. Ça ne s'enchappe pas le risque qu'il y a autour. Donc je crois que l'événement qui s'est déroulé au niveau de Mugunga doit interpeller les autorités congolaises, mais doit interpeller également les acteurs qui interviennent dans le secteur de déminage, mais aussi la population, surtout ceux-là qui sont dans les camps de Mugunga. Est-ce que vous ne voyez pas, pendant qu'on est dans une guerre qui se rapproche plus de la population, c'est que ces organisations quand même qui spécialisées dans les déménages ont disparu? Je parlais de messages de sensibilisation. Oui, il y a par exemple, il y a Silam qui a focalisé ses interventions au niveau de Beni, mais je crois que les besoins se posent surtout au niveau de ces entités où nous avons par exemple ces Wazalendo, ces entités où nous avons le militaire FARDC, ces entités même où nous avons la rébellion du M23, parce que les gens qui vont dans les champs, par exemple, je prends le camp de Bwito, Nyanzale, Kikuku, Bwalanda, Mutanda, Kibirizi. Il y a des hommes en armes là-bas. Et ce sont des positions qui sont rotatives. Aujourd'hui, on est là, demain, on est là, après demain, on est là. Alors, si on n'a pas assez... comment que j'appellerais... On n'a pas... comment... Il y a un temps bien... Si on n'est pas prudent, il n'y a pas cette prudence. Et surtout, si la population n'est pas aussi éduquée. Parce que dans la gestion des engins, des explosifs, vous entrez par exemple dans une zone où vous remarquez que c'est une zone où il y a des mines. Automatiquement, si vous êtes à un point A, n'avancez pas.
restez calme si la bombe n'a pas encore explosé. Faites appel aux spécialistes. Ou si vous remarquez qu'il y a un danger de guerre, ce n'est pas à vous d'aller détruire cet danger. C'est à vous plutôt d'appeler d'urgence les autorités. Nous venons de voir tel danger quelque part et que personne ne puisse pas toucher ça. Et à la population, toujours de mettre des croix, par exemple, des signalements pour montrer ici c'est une zone dangereuse. Là, on ne peut pas y accéder et ça peut permettre à ce que la donne change. Merci beaucoup, Ronelin Thibonera. Merci beaucoup, Blaise Bassabos. Nous allons recevoir une journaliste de Kivu Morning Post dans cette rétrospective parce que tout simplement nous parlons de ce qui a marqué cette semaine, permettre à vous, chers internautes, d'avoir quand même une synthèse et une évolution assez structurée de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, parce que vous savez, la situation reste toujours fragile, parce que du jour le jour, chaque semaine, il y a des pertes en vie humaine. Au-delà de ça, l'entrepreneuriat va nous intéresser dans cette rétrospective. Émilie, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post TV. Qu'est-ce qu'on va retenir pour cette semaine? L'entrepreneuriat a été démise, surtout la promotion des jeunes qui veulent quitter dans le lot des autres et être spécialiste dans la vente des habits vietnamiens. Ouais, c'est un jeune de la ville de Goma qui n'a pas eu la grâce de continuer ses études universitaires après son diplôme. Et alors, suite aux contraintes financières, sa famille était incapable de le faire scolariser jusqu'à l'université. Et il était formé par son père. Et bon, peut-être que son père pensait que il ne serait pas capable de les faire scolariser jusqu'à l'université. C'est pourquoi il est formé dès son bas âge et comment vendre ses vêtements, vu qu'il est aussi vendeur de vêtements au marché central de Virunga de Goma. Et alors, ce jeune est en train de progresser à une vitesse là incroyable. Il est un jeune ambulant. Maintenant, il a une adresse physique. Actuellement, en tout cas, il a sa maison d'habillement où il expose des vêtements, surtout des soirées. Et il aime habiller les femmes parce que les femmes aiment s'habiller plus que les hommes. Et c'est les marchandises qui s'écoulent vite. Et voilà, il est déterminé dans sa vente. Et dans sa tête, il se disait que tout le monde ne peut pas être bureaucrate, mais tous, on a besoin d'être habillés. Et il souhaite au moins devenir un grand fournisseur des habits de marques vietnamiennes dans la ville de Goma. Et il n'a pas hésité d'exprimer sa gratitude envers ses clients qui l'aident à progresser dans son activité. Voilà, vous avez donc suivi cette marque entrepreneuriale qui nous essaye de quitter quand même ces moments de stress vécus, des conséquences de cette guerre. Merci Émilie. Nous allons parler du sport à présent parce que ça a été une semaine assez prolifique pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Après de victoire en victoire, qu'est-ce sera le programme des Léopards de la République démocratique du Congo? Georges Benmoui, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les amoureux du sport. Très à l'aise de vous recevoir dans cette rétrospective. Nous avons vu les Léopards. 2 matchs, 2 victoires, c'est quand même une première depuis, je dirais, depuis que moi je connais les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est un début tonitruant pour Sébastien Desabre et ses poulains. Une première victoire déjà à Kinshasa contre la Guinée à 1-0. Les Léopards se sont déplacés en Tanzanie au Benjamin Mkapa Stadium pour enchaîner avec une deuxième victoire devant l'Éthiopie. 2 matchs, 2 victoires, 6 points pour les Congolais. Maintenant, ils sont bien partis pour se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, c'était l'objectif du contrat de Sébastien Desabre parce qu'on signait avec les Léopards. C'était pour 2 objectifs, qualifier les Léopards pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Donc c'était du bonus pour la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Desabre est à des doigts maintenant d'atteindre son objectif, mais on n'est pas encore là puisque les Léopards auront 2 autres rendez-vous déjà au mois d'octobre. C'est ça la question de plusieurs internautes. Est-ce que les Léopards est déjà qualifié?
Non, jusque-là, ils ne sont pas qualifiés. Ils sont en tête du groupe avec 6 points, suivis par la Tanzanie, puisque la Tanzanie a été contre au partage des points par l'Éthiopie lors de la première journée 0-0. La Tanzanie a enchaîné avec une victoire en déplacement sur la pelouse de la Guinée 2-1. Automatiquement, la Tanzanie occupe la deuxième place avec 4 points. Et puis l'Éthiopie, troisième avec 1 point au classement. Et puis la Guinée ferme la marche dans ces groupes avec 0 points. Donc déjà, la Tanzanie, c'est les prochains adversaires de la RDC au mois d'octobre. Déjà, le 7 octobre, les Taïfa Stars seront réussis par les Léopards de la RDC au stade des Martyrs avant de se déplacer en Tanzanie au Benjamin Mkapa pour être réussis par cette équipe nationale. Donc, en cas d'un faux pas pour les mois d'octobre, les Congolais face à la Tanzanie, donc automatiquement, ils auront 12 points. C'est là où maintenant, on sera en train de parler de la qualification avant de finir ces éliminatoires, parce qu'on va finir ces éliminatoires au mois de novembre, où la RDC d'abord va se déplacer pour être reçue par la Guinée en déplacement le 11 novembre, avant de revenir à Kinshasa pour finir ces éliminatoires contre l'Éthiopie le 19 novembre. Et puis après ces éliminatoires, on saura s'ils sont qualifiés pour la CAN qui aura lieu au Maroc, avant d'enchaîner avec les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de mars 2026. Alors les Léopards de la République démocratique du Congo ont joué en Tanzanie, mais déjà on a vu l'équipe être divisée à moitié. Une autre partie rentre automatiquement la même journée, la même soirée dans leurs équipes. Qu'est-ce qui explique cela? Ouais, en fait, vous savez, après la trêve internationale, les joueurs n'ont jamais même le temps de fêter, puisque déjà ce week-end, c'est le retour des différents championnats. C'était déjà automatique pour certains joueurs qui sont cadres dans leurs équipes de rentrer déjà pour apporter un plus, de ne pas perdre également leur place de titulaire, parce que vous partez en équipe nationale, vous restez là-bas, votre titulaire joue 2-3 matchs, vous n'êtes pas là. Vous allez revenir, il a déjà votre place. Donc, c'était déjà automatique pour certains joueurs de regagner leur club afin de préparer les matchs de ce week-end. Parce que déjà, Yohan Wissa sera sur la pelouse. Déjà, c'est samedi avec Brentford. Les Meshach Elia déjà vont rentrer dans leur club. 15 sont partis, 4 dans leurs équipes. C'est là qu'ils sont restés en Tanzanie. Ce sont quand même des joueurs qui ne sont pas titulaires dans leurs équipes et qui n'ont pas de club. À l'exemple de Chancel Mbemba, qui ne s'entraîne pas avec l'équipe pro de Marseille, qui ne joue pas carrément avec son club. Des garçons comme Dimitri, notre portier, bien qu'il est titulaire en équipe nationale, mais il est réserviste avec la formation de Montpellier. Lionel Lampassi, qui revient d'une blessure, il n'est pas titulaire à Rodez. Il a perdu même sa place de titulaire dans l'équipe nationale de la RDC. Donc, c'était automatique pour ces joueurs. Donc, avant même les matchs, ils avaient déjà fermé leurs valises. Après les matchs, ils étaient obligés de rejoindre l'aéroport international de Dar es Salaam pour déjà rentrer dans leur club, enchaîner avec des matchs en championnat, afin de revenir en équipe nationale déjà en forme au mois d'octobre. Merci Georges Benmema. Merci Blaise. Ça sera tout pour la rétrospective. Merci à vous d'avoir suivi.